Imaginons le parcours de quelqu'un dans la rue en 2025. Déjà, lorsqu'il prendra sa voiture, entre guillemets, il se déplacera avec forte chance dans un véhicule qui peut être un véhicule autoguidé, donc un véhicule automatique, ce qui pourrait être une voiture partagée. Après, il pourrait rentrer chez lui. Donc, s'il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il va avoir en face de lui? Il va avoir effectivement des robots d'assistance personnelle. Ces robots d'assistance personnelle qui pourraient être des robots ludiques, comme on l'a vu, mais aussi des robots de soutien pour des personnes qui pourraient être en handicap ou en situation de difficulté. Il pourrait aussi avoir des robots qui peuvent aider dans les écoles de ses enfants. Il peut avoir dans la rue, qu'est-ce qu'il va croiser? Il va avoir des robots qui vont intervenir dans les canalisations, sous les canalisations de sa ville, des robots qui peuvent collecter les déchets. Il faut savoir qu'il y a certains aujourd'hui camions-bennes dans certaines villes d'Australie ou du Canada qui ont un bras robotique qui leur permet d'attraper les poubelles au lieu que ce soit des personnes qui le font. Et donc on voit que tout simplement se dessiner une robotique qui est présente dans les aspects quotidiens de la vie de tous les jours, une robotique qui s'inscrit dans la rue, qui s'inscrit dans les domiciles, qui s'inscrit au travail, qui s'inscrit aussi dans les écoles et plus globalement dans tous les secteurs de notre activité. Au final, dans cette révolution robot numérique qui nous attend, on peut y intégrer ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a 2,2 milliards d'objets en 2013. D'ici 20 ou 30 ans, c'est 50 milliards d'objets qui nous attendent. 50 milliards d'objets qui, connectés entre eux, vont échanger des données, vont interagir. Certains peuvent réagir avec leur environnement, ont des capacités mobiles. Et donc ces objets créent une sorte d'intelligence collective, une sorte de grand robot, je dirais un grand robot collectif qui peut produire des effets très importants sur notre quotidien. Le cloud, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est simplement la capacité à délivrer des services informatiques, que ce soit des applications, soit des plateformes, soit de la capacité de stockage, à travers Internet. Et l'idée, c'est simplement de réduire le niveau de complexité, à la fois pour l'utilisateur final, donc maximiser l'adoption du système, mais également réduire le niveau de complexité en termes de mise en œuvre du système. Voilà. Et puis derrière ça, évidemment, il y a l'idée de fournir une puissance quasi illimitée qui va finalement s'adapter à votre besoin. Vous pouvez commencer avec quelques utilisateurs ou très peu de puissance, monter extrêmement haut au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise ou de la complexification des besoins. Voilà. Donc vous avez une notion de flexibilité derrière le cloud, en plus de la notion de fournir ce service à travers Internet. Enfin, j'ai envie de dire que le robot, c'est la partie émergée de l'iceberg et le cloud, c'est la partie immergée de l'iceberg. Parlez-nous de vous les usages que vous inventez. Est-ce que c'est comme la famille Michelin? C'est des usages pour monsieur et madame tout le monde, pour moi? Est-ce que c'est pour les entreprises, qu'on appelle du B2B? Est-ce que vous inventez les guides verts et les guides rouges des objets connectés? Concrètement, vous faites quoi? Alors, il y a une partie B2B donc, où mes clients, 100% de mes clients sont des entreprises, mais il y a deux niveaux d'intervention qui sont les miens. Le premier, c'est en interne dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fournit le système d'information qui va bien pour gérer les bons processus de vente, pour permettre aux commerciaux de vendre mieux, de vendre plus, en mobilité, par exemple, et avec un outil mobile qu'on a créé, notamment autour de la gestion des appels, par exemple, un outil qui est nôtre, qui est exclusivement connecté avec une plateforme qui est globale, sécurisée. Là, c'est plus mon métier. Je ne sais pas faire, je ne sais pas gérer des serveurs, je ne sais pas gérer de la sécurité. Je sais créer des usages autour du logiciel. Le métier du côté serveur, c'est Salesforce. Donc, il y a ce premier niveau en interne de l'entreprise, et puis il y a les clients de mes clients. Et on s'intéresse beaucoup aux clients de nos clients. Aux clients de nos clients qui ont des produits. Un de nos clients, c'est Aldébaran. Aldébaran Robotics, qui vendent et qu'on accompagne sur comment vendre, comment être au service des clients, comment avoir le système d'information qui va bien. Aldébaran, ce sont des robots humanoïdes dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Dont je fais le lien avec mon collègue qui va suivre. Et on accompagne des petites, moyennes et grandes structures dans la mise en place du système interne, mais aussi de l'application client qui va bien pour que sur mon smartphone, pour que sur ma tablette, j'ai la bonne application, mais qui est également application sur ma voiture. Ça fait 1 an et demi, on travaille sur la voiture connectée avec Parrot et avec Salesforce notamment, sur les usages de je suis dans ma voiture, je cherche dans ma voiture, je cherche systématiquement à faire autre chose que conduire. Et comment est-ce qu'on l'encadre, comment est-ce qu'on le sécurise, comment on crée des nouveaux usages autour de ça? On est en pleine réflexion autour de ces notions-là et on y travaille ici.
Vous êtes directeur de DGTEL, qui est un partenaire de Google, je pense que tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous parler des révolutions quotidiennes, très concrètes, qui se trament dans votre secteur? Il y a les smart cities, il y a les objets publics, de l'espace public, les transports. Faites-nous rêver, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Ok, alors, avant de parler de révolution, il est intéressant de se pencher un petit peu dans le passé. D'où viennent les objets connectés? Pourquoi existent-ils? Alors déjà, il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour l'anecdote, si vous recherchez un petit peu dans Google, vous verrez qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, on avait déjà à New York des bracelets montres connectés par radio pour permettre aux policiers de communiquer. Certains s'en vendent encore aujourd'hui sur Amazon, vous pouvez en acheter, 1946. Alors après, au-delà de l'anecdote, le réel besoin en objets connectés... Oui, voilà, c'était pas encore du niveau de cette montre Android Wear, je crois reconnaître. Alors après, le besoin s'est fait ressentir dans la grande distribution aux États-Unis, de pouvoir tracer en fait les produits. C'est-à-dire associer un produit qui circule dans un camion, qui est distribué dans un magasin, lui associer un code. Vous connaissez tous le code barre. Voilà. Donc l'origine des objets connectés, c'est le code barre. C'est-à-dire je souhaite tracer un produit. Donc au départ, il n'était pas connecté, il était visible par ce système de code barre. Puis il est devenu connecté dès lors que le code barre s'est transformé en étiquette sans contact. Ce qu'on appelait à l'époque les puces RFID. Voilà. Donc c'est dans les années 70 que l'objet est devenu connecté. Dès lors, d'autres usages sont apparus, notamment des usages médicaux et des usages pour les personnes malvoyantes, où effectivement certaines caméras et certains casques ont permis d'apporter des usages pour guider les malvoyants. Voilà. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une révolution? Robin Rivaton en a déjà parlé tout à l'heure, Pierre également. Alors, le premier facteur, c'est que ça coûte moins cher. Okay, le prix de l'électronique sur les 5 dernières années a quasiment baissé du tiers pour ce qui concerne les cartes mémoire. Deuxièmement, le prix pour connecter un objet coûte moins cher. Un routeur Wi-Fi, le routeur Wi-Fi que vous avez à la maison, coûte 2 fois moins cher aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Les transmissions de nos chers opérateurs coûtent moins cher. Les transmissions locales entre les objets coûtent moins cher. Donc ça coûte moins cher, donc c'est plus facile à fabriquer, ça se répand davantage. Première chose. Deuxième chose, les applications sont plus nombreuses. Voilà. Donc il y a un ensemble de facteurs aujourd'hui qui fait qu'on est en train de passer de quelques milliers d'objets connectés à, comme le disait Robin, 50 milliards prévus en 2020. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec des objets connectés? Je vous en ai amené un certain nombre. Alors allons-y, petite démo. Voilà. Donc ça, je vous invite à venir sur le stand de DGTEL qui est au bout du couloir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais bon, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un capteur d'air qui a un panneau solaire sur la couverture de façon à être autonome. Donc à quoi ça peut servir? C'est très simple. J'étais la semaine dernière à Bruxelles. À Bruxelles, il y a une loi qui a été votée pour détourner certains canaux aéronautiques. Donc les avions ont été détournés. Donc il y a tout un tas de communes en Belgique qui se retrouvent avec des avions au-dessus de la tête, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Tout le monde râle, des gens déménagent, les élus sont désespérés, donc ils ont besoin de tracer cette information. Est-il vrai que j'ai des nuisances sonores dans ma ville? Est-ce que je peux fournir cette information aux autorités nationales et européennes pour le prouver? Voilà typiquement un objet qui sert à remonter cette information. Là, vous avez un téléphone qui nous vient d'Israël, tous les autres nous viennent de France, qui est doté de 8 capteurs médicaux qui vous permettent de passer un ECG, un électroencéphalogramme, le rythme cardiaque, la température. Il y a ici un petit capteur pour les diabétiques pour mesurer la glycémie. Est-ce qu'il faut le relier à des capteurs ou est-ce qu'il se suffit à lui-même? Les capteurs sont dedans. D'accord, tout est dedans. Donc on est presque à l'étape robotique. Voilà, tout est intégré. Voilà, typiquement, vous avez dans votre ville où vous gérez des personnes dépendantes ou avec des maladies particulières, ce type d'objet vous permet de les suivre à distance, de leur apporter un service, etc. Et ça va permettre par exemple de désengorger les hôpitaux, ça permet de faire de la santé à distance. Ça permet de raccourcir les délais déjà. J'ai plus besoin de prendre rendez-vous chez un général, c'est mon spécialiste.
le médecin est toujours derrière. Seul le médecin sera habilité à donner un avis fondé par rapport aux données qui sont fournies. Mais l'objet permettra de, de remonter la donnée plus vite et de les mettre à disposition des professionnels plus rapidement. Voilà. Autre exemple, ça c'est une télécommande pour les malvoyants. En France, on a la chance d'avoir un des leaders mondiaux de l'équipement des feux de signalisation qui occupe les feux de boîtier, qui diffusent des messages sonores pour les malvoyants. Voilà. Le feu est rouge dans la rue du Palais Fervaques. Voilà. Donc cette télécommande, par un simple pouce, permet aux malvoyants d'écouter ces messages. C'est un objet connecté très simple qui peut faciliter la vie au quotidien dans les villes. Autre exemple, là vous avez des prises électriques. Alors vous avez tous vu à la FNAC les prises qui permettent de faire ce qu'on appelle un réseau local. Celles-ci ont la vertu en plus d'être télécommandables et de pouvoir allumer ou éteindre les appareils électriques auxquels elles sont raccordées. Et elles ont la vertu également de pouvoir vous remonter toutes les secondes la consommation électrique. Donc, à quoi pouvez-vous les utiliser? Optimiser la consommation d'énergie de votre maison, contrôler votre consommation énergétique et être informé en permanence, pourquoi pas sur votre montre, de l'optimisation de votre domicile. Et on a déjà des belles machines avec Nao et avec Pepper, et puis aussi avec Romeo que vous n'avez pas cité, qui est notre prototype de recherche. Et donc notre objectif à nous, c'est de deviner quels seront les usages de tous ces robots-là, parce qu'on en rêve depuis très longtemps des robots humanoïdes, mais quand vous arrivez devant les gens avec un robot humanoïde, leur première question c'est qu'est-ce qu'il peut faire? Curieusement, c'est pas est-ce qu'il peut faire ci, est-ce qu'il peut faire ça, c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Donc on est devant une espèce de page blanche qui a été soit laissée blanche, soit trop noircie par les auteurs de science-fiction. Et donc on a soit un imaginaire très négatif de la robotique, soit au contraire, comme on n'a jamais eu de robot dans sa vie, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc nous, il faut qu'on soit capable de porter sur nos robots les fonctionnalités qui permettront d'appliquer, de réaliser tous les usages que vous pourrez imaginer. Ça qui est difficile, c'est un robot humanoïde pouvant faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre dedans pour être capable de faire n'importe quoi? C'est le problème du cahier des charges que connaissent les ingénieurs. Un ingénieur, il peut commencer à travailler. Si on lui donne un cahier des charges, on dit mon robot, voilà ce qu'il faut qu'il fasse. Mon robot humanoïde, eh ben, il peut faire tout. Et donc, je voudrais mon cahier des charges, c'est faites-moi un robot qui sache tout faire. C'est-à-dire qu'en le programmant, vous allez en faire soit un robot bisounours, soit un Terminator. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de... À la différence d'un robot aspirateur ou d'un robot de téléprésence dont la vocation est très claire, un robot humanoïde, a priori... Voilà. Bon, alors, Aldébaran a quand même pris certains choix. Nous, notre objectif, c'est de faire un robot compagnon, un robot qui va aider les gens au quotidien, les distraire. Alors, voilà, la distraction, c'est une forme d'aide aussi. Et avec un focus plus particulier dans nos projets de recherche, parce qu'il faut bien se fixer des idées sur l'assistance aux personnes âgées, par exemple. Donc, c'est le cas de plusieurs projets de recherche qu'on a chez Aldébaran. Et ça nous aide à dire, voilà, un robot qui doit aider une personne âgée, il va lui rappeler ses médicaments, il va lui rappeler qu'il y a des rendez-vous, et surtout, il va essayer d'inférer. En fait, on a vu avec l'exposé précédent, tous ces objets qui vont ramener de l'information, une information qui va être stockée dans le cloud. Donc, on va avoir beaucoup de données, mais après, il faut réfléchir sur tout ça. Et pour prendre une décision, le robot doit réfléchir, qu'est-ce que je fais de toutes ces informations, comment je les recoupe, comment je m'assure qu'elles disent la même chose, et comment je décide. Et ça, c'est très compliqué pour le robot. Ça va être de plus en plus simple parce que les informations vont être prises de plus en plus près des gens. Si je peux mesurer le rythme de cardiaque de la personne, je sais qu'il est affolé. Mais aujourd'hui, le robot, s'il n'a pas ça, il va essayer de décrypter sur le visage de la personne, dans son élocution, quel est son état d'esprit et s'adapter à ça. Donc ça, c'est une bonne partie de la recherche chez Aldébaran, percevoir le mieux possible l'état de son utilisateur pour s'adapter à ses besoins. Ce qu'on vise, c'est le particulier parce que c'est là qu'est le marché le plus grand. En revanche, on ne va peut-être pas y aller tout seul. On va s'appuyer sur des entreprises qui vont développer des applications pour aller s'installer chez les gens. Imaginez bien que voilà, quand un fabricant de machines à laver fait une machine à laver, ce n'est pas lui qui va l'installer chez le client et ce n'est pas lui qui va la dépanner, qui va expliquer à la personne comment s'en servir. Il y a des intermédiaires. Donc nous, on vise le grand public, mais probablement aussi en passant par des intermédiaires. Et donc, il y a des cas où on sera en direct et il y a des cas où on aura des intermédiaires. Et donc, le grand public, on n'ira pas tout seul et on va emmener tout un écosystème avec nous. Et c'est ça qui fait penser aussi qu'on est dans une révolution. On va créer un nouveau secteur d'activité autour de la robotique et ce secteur d'activité va vraiment
exploser au sens positif du terme quand il touchera enfin le grand public. Donc c'est vraiment ça qu'on vise pour que cette filière existe. Vous faites ce qu'on appelle de la robotique de service, notamment dans le domaine militaire, de la sécurité. Très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir chez Nexter? Alors, on peut voir différents types de robots, effectivement, qui sont spécifiques et un petit peu différents donc, dans leurs applications et par leur fonctionnalité en fait, de ce qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Donc, il faut savoir que ces applications militaires, donc défense, sécurité et secours, hein, donc, partagent un même besoin qui est ce qu'on appelle le 3D, mais ça ne veut pas dire 3 dimensions, en l'occurrence ça veut dire dangerous, dull and dirty, donc ça veut dire tout ce qui est dangereux, sale et pénible en fait. Donc on va essayer donc, dans ces milieux particuliers donc, de confier à des machines tout ce qui met en danger donc, la vie de l'homme ou tout ce qui va lui permettre en fait, d'être plus efficace dans ses missions. Alors, et donc ces 3 critères, hein, dangerosité, sale et puis pénible, répétitif, on va les retrouver effectivement dans la défense, dans les tâches de surveillance et puis dans les tâches de secours. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que on a parlé en fait de simplicité. On a dit tout à l'heure que pour qu'un robot se vende, soit utilisé, il fallait qu'il soit simple d'emploi. Alors, c'est effectivement l'un des critères de ces mondes que je viens d'évoquer là, mais c'est pas le seul. Donc, nous, paradoxalement, avant de faire un robot qui serve à quelque chose, on a besoin de faire un robot qui soit cohérent du monde dans lequel vivent ces gens. Donc, ça veut dire que un robot pour ces mondes doit être capable de tomber du premier étage, doit aller sous l'eau, donc doit être globalement robuste, fiable, simple d'emploi, certes, mais finalement c'est une des raisons pour lesquelles Nexter, hein, donc, qui est un industriel de la défense, donc, a mis le nez dans la robotique parce que les premiers retours de la défense des militaires vis-à-vis de ce domaine étaient pour le moins prudents parce que pour eux c'était des choses qui tombaient en panne tous les 4 matins, qui étaient globalement peu fiables et finalement ils n'allaient pas accepter de confier quelquefois leur vie donc, à ces engins. On propose par exemple des solutions, ce n'est qu'un exemple, des solutions de surveillance, hein, pour faire de la surveillance de site avec des machines qui vont venir compléter donc, les gardiennages comme on peut les connaître, hein, donc fournir une assistance donc, ou bien sous forme télécommandée, c'est-à-dire on a un doute, le gardien a cru apercevoir quelque chose sur une caméra, il a un doute, donc il va utiliser une caméra à roulette, en l'occurrence un robot, pour aller confirmer. Il ne se met pas en danger, il va regarder. Voilà, exactement. Le robot pouvant même d'ailleurs avoir certaines capacités de réaction de type fumigène, lacrymogène, hein, donc ça peut être un premier mode d'utilisation. Et puis le deuxième mode qui est proposé donc, dans ces systèmes de surveillance, c'est des modes entièrement autonomes où les robots vont compléter les gardiennages, vont faire des patrouilles, donc automatiquement le long des clôtures par exemple, en étant équipés donc, de capacités de détection d'intrusion, donc avec issus du militaire là, en l'occurrence, hein, des caméras thermiques par exemple, qui vont détecter un intrus ou une personne donc, qui n'a pas de raison d'être présente sur le site. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué en fait, dans cette conversation. On a discuté de robotique, de cloud computing, on a vu de magnifiques exemples d'objets très concrets. Il y a un aspect extrêmement important qui est l'aspect du développement de l'activité locale. Et Pierre, par exemple, a créé aujourd'hui une vingtaine d'emplois ici à Saint-Quentin. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. On parle d'innovation globale, mais on parle aussi de réussite locale. Et ça me paraît vraiment un point. Alors Pierre, on va finir par vous. Racontez-nous qui vous avez embauché, quel profil, et est-ce que vous allez continuer à embaucher? Alors oui, on est exactement 18 salariés chez Silpheo aujourd'hui, dont 15 à Saint-Quentin. Et je pense qu'il va y avoir une dizaine d'embauches en 2015 et plus après. Et c'est assez obsessionnel, c'est quoi l'étape d'après et comment on embauche plus de gens et comment on crée d'autres choses, et c'est assez récurrent. Et il y a un projet de succursale à San Francisco pour début d'année 2015. Je vous enverrai mon CV. Alors aussi sur le recrutement, quelque chose qu'on a réussi à faire à Saint-Quentin qui est excellent, avec des résultats excellents, c'est la filière autour du cloud computing. Il y a d'autres filières autour de l'université à Saint-Quentin avec l'INSET. Il y a des filières de systèmes embarqués, de logistique, de conception produit.
de très haut niveau toutes ces filières. Il y a tout un écosystème sur place. Tout un écosystème. Et moi, ma filière, mon truc étant le cloud computing, il y a une filière cloud computing où j'ai d'excellents alternants ou aujourd'hui, parce que ça fait 2 ans que la filière est créée, aujourd'hui nouveaux diplômés, ingénieurs de développement qui ont intégré nos rangs.